Sous les Corbières, immense massif calcaire, se trouverait une des plus grandes réserves d'eau douce du sud de la France, voire de l'Europe. La pierre, depuis la nuit des temps, s'y creuse en de nombreuses avennes et cavités. Certains, comme la cône de l'Arago à Tautavel, ont abrité les hommes dès la préhistoire. C'est aussi probablement le cas de la grotte de la Cône à Périos, à quelques dizaines de kilomètres de là seulement. Bien que régulièrement fréquentée par toutes sortes de curieux, du spéléologue au yogi, la grotte reste méconnue. Pourtant, on peut y voir se profiler l'histoire au cours des millénaires. Que la grotte de Périos nous permet-elle de dire de notre humanité? Suivons-en son gardien, nous guider à travers les âges. Je suis monsieur Aram Karim, je suis responsable d'animation au village vacances La Tour d'Alphar à Tautavel. Et donc je suis guide dans la région, alors un guide un peu insolite, dans le sens où j'amène les gens dans ce genre d'endroit, qui est la cône de la grotte, qui se trouve à Opoul, dans un endroit un petit peu très mystérieux, avec toutes ces légendes. Alors, il faut situer les premières dates, on va dire, d'habitation à l'intérieur. Les gens ont peut-être sont restés avec des tribus de 20 à 25 personnes, pas très longtemps, parce qu'il fallait survivre dans le coin. Il n'y avait pas d'eau en surface. Il faut situer à peu près à 450 000 ans. L'Homo erectus, voilà, un peu comme à Tautavel. On y a trouvé des vestiges très récemment, plus de l'Homo sapiens, des petites amphores, cassées bien sûr, parce que c'est un lieu de passage très très important, autant pour l'humain que pour les animaux qui étaient là-bas, en période de grosse chaleur ou de grosse pluie. Depuis la nuit des temps, l'homme de la préhistoire a cherché plus un refuge pour se protéger du soleil ou de la pluie, d'être avec son clan, on va dire, pour se créer comme une maison, un habitat. Aujourd'hui, l'homme moderne a tendance à aller là-bas pour peut-être se retrouver entre amis, faire un barbecue à l'intérieur. On y célèbre des messes aussi. Oui. Il y a des séances de yoga qui se font, mais plein de choses qui partent plus sur le bien-être au jour d'aujourd'hui. Il y a des croix, il y a des dessins aussi. Il y a des groupes qui viennent ici depuis des dizaines d'années, qui viennent, je vous dis, faire des petites messes. J'ai encore trouvé, moi, des bougies noires cachées dans des trous. C'est un site d'escalade aussi au jour d'aujourd'hui. On retrouvera des ossements peut-être humains le jour où on arrivera à déblayer, mais je ne voudrais pas qu'on déblaye cette entrée. Dans cette grotte, vous avez vu qu'il y a un trou au plafond. Voilà, c'est tout simplement, cette grotte s'est transformée en aven. Ces grosses stalactites qui sont tombées ont bouché l'entrée d'une autre cavité qui se trouve derrière. On le voit quand on rentre à l'œil nu, qu'il y a une partie plus sombre et plus humide. D'ailleurs, il y a deux entrées qui sont bouchées. Quand on sort la grotte, on s'aperçoit que c'est une barrière rocheuse, très longue, très profonde, et qu'on voit à peu près la dimension de la cavité qui est bouchée. Et ça peut être plus de 100 mètres. On peut trouver des fragments d'ossements si on a la chance, et on peut trouver éventuellement des galets aménagés ou des shopping tools. Voilà. S'il y a un gros déluge, une grosse pluie, 2-3 jours, on va se diriger vers ce grotte parce que c'est le meilleur endroit. Même s'il y a un incendie, vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'abri. Aussi, en période de conflit, depuis le XIIIe siècle, et moi, voire bien avant, si les gens étaient au courant de cette grotte, ils ont dû s'abriter à l'intérieur, parce que si on ne connaît pas la zone, personne ne vous trouvera. On n'y accède pas en bus, ça limite l'accès. Il faut un certain nombre d'outils, un certain nombre d'ossements humains pour pouvoir la déclarer site de fouille officielle. Je monte cet endroit à très peu de personnes, parce que je me considère un petit peu comme un gardien de cette zone qui est la zone 666, c'est le code postal. J'amène des gens qui sont intéressés un peu par le bien-être. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui pouvait intéresser les gens au XIVe ou au XVe siècle, comment on pouvait s'amuser à l'époque. Donc est-ce qu'ils allaient dans cette grotte boire peut-être un verre de vin, ce qu'on fait nous parfois avec des bouteilles de muscat. Les femmes adorent cet endroit. Il y a une aura à l'intérieur, on a l'impression en fait d'être un peu dans le ventre de quelque chose. Il y a presque une connotation religieuse à l'intérieur, on n'a pas envie de sortir quand on est à l'intérieur, surtout quand il fait 40 degrés à l'extérieur. Je sais qu'à un moment on y a mis des personnes qui étaient atteintes de la peste. Cette grotte, je pense que si un jour elle devait parler, on serait vraiment étonné. C'est un peu comme l'arbre qui est à côté, les gens qui ont dû s'appuyer contre l'arbre et pleurer ou échanger des mots entre eux. C'est pour ça que c'est riche. C'est pour ça que c'est riche et qu'il faut protéger cet endroit. Pour avancer dans le futur, il faut savoir d'où on vient et d'où on part. C'est réellement, je pense, l'endroit où il y a eu les choses peut-être les plus horribles qui se sont passées. Mais c'est un endroit de paix en fait. Les gens sont partis là-bas pour se protéger. Ils ont fui, c'était le seul endroit où réellement on pouvait se cacher. Quand je suis dedans, je suis complètement quelqu'un d'autre. Il n'est pas évident de raconter tout et n'importe quoi aux gens. On ne peut pas leur dire vous êtes dans la ville du fantôme. Il y a des gens qui ont peur, très peur, on peut avoir 20 ans ou 40 ans. Quand on regarde bien la grotte, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure de la journée, vous voyez apparaître plusieurs formes sur les murs. Il y a des gens qui voient des têtes de mort. Il y en a une qui fait 3 mètres de haut et peut-être une personne sur 1000 la voit. C'est quelque chose qui a été fait par l'usure, l'eau et le temps. Il y a un petit côté un petit peu comme Rennes-le-Château. J'ai des gens de tout rang social, c'est-à-dire qu'il y a des directeurs de banque, il y a des plombiers dans cette grotte. On est tous pareils. Si on doit survivre à quelque chose, on sera au même niveau. Et si on doit partager quelque chose, on sera au même niveau. Les gens, quand ils ressortent de cette grotte-là,
ils ressortent mais complètement apaisés. J'ai vu des gens pleurer. J'y suis rentré avec mon fils de 6 ans. J'étais très ému au moins pendant un quart d'heure. Et on a fait une petite séance de méditation avec mon fils. Et dans la grotte, c'était un petit miracle de voir les yeux briller de mon fils. Et mon fils qui a vu mes yeux briller. J'ai mis ressources à l'intérieur. Une porte à travers le temps. La grotte de Périlleux est un musée vivant, un lieu de passage, de rite, où l'homme peut se reconnecter à son centre, à ses racines et à ses origines, qu'elles soient biologiques ou historiques. Elle fait ressurgir mémoire et inconscient collectif, offrant un refuge, une leçon d'apaisement et de sérénité en ces temps troublés du XXIe siècle.